Le tueur fantôme est un violeur et tueur en série qui serait responsable d'un meurtre au clair de lune de Texarkana survenu au printemps 1946 dans et autour des villes jumelles de Texarkana, Texas et Texarkana, Arkansas. Le 22 février 1946, à 23h55, Jimmy Hollis, 25 ans, et sa petite amie Mary Jane Larey, 19 ans, se sont garés sur une route isolée, comme des amoureux après avoir vu un film ensemble. Un homme portant un masque en tissu blanc avec des trous pour les yeux découpés s'est approché d'eux et les a fait sortir de la voiture. Sous la menace d'un pistolet, il a ordonné à Hollis d'enlever son pantalon, puis l'a frappé 2 fois pour lui faire perdre conscience. Puis l'homme masqué s'est amusé cruellement avec Mary Jane Larey. Il l'a frappée, puis lui a dit de repartir en courant. Elle parvient jusqu'à une vieille voiture garée. Puis plus loin, elle rencontre son agresseur qui lui demande pourquoi elle court. Elle lui dit que c'est lui qui lui a dit de courir. Il la traite de menteuse. Il l'assomme et l'agresse avec le canon de son arme. L'homme ne la tue pas. Quand Mary Jane reprend ses esprits, elle parvient à s'enfuir et appelle la police. Hollis, quant à lui, reprend conscience. Le shérif du comté de Bowie, Bill Presley, et 3 autres agents se trouvent sur les lieux. Ils retrouvent le pantalon de Hollis à 100 mètres de la vieille voiture garée. Le jeune couple ne s'entend pas sur la description de l'agresseur. Pour Hollis, c'est un homme blanc de 30 ans, tandis que pour Mary Jane Larey, c'est tout le contraire. Pour elle, c'est un homme noir, et son masque avait un trou pour la bouche. Si Jimmy Hollis et Mary Jane Larey s'en sortent malgré tout avec la vie sauve, ce ne sera pas le cas pour les prochaines victimes du tueur fantôme. Le 23 et 24 mars, Richard Griffin, 29 ans, et Polly Ann Moore, 17 ans, sont retrouvés sans vie dans la voiture de Griffin au matin, vers 9 heures. Un homme qui passait par là fait la malheureuse découverte sur la voie Rich Road. Tous deux ont été abattus avec une arme de calibre 32. L'homme a d'abord cru que tous deux dormaient. Griffin a été retrouvé entre les sièges avant, à genoux, la tête appuyée sur ses mains croisées et ses poches retournées. Moore a été retrouvé étendu, face contre terre sur la banquette arrière. Il existe des preuves suggérant qu'elle a été placée là après avoir été tuée sur une couverture à l'extérieur de la voiture. Tous deux avaient reçu une balle à l'arrière de la tête et tous deux étaient entièrement habillés. Griffin, selon l'enquête, a été abattu à l'intérieur de la voiture. Une douille de cartouche 32 a également été trouvée, probablement injectée d'un pistolet enveloppé dans une couverture. L'enquête est prise en main par la police locale qui sollicite l'aide du FBI. Une 60aine de témoins sont interrogés. On promet même une récompense pour toute information pouvant faire avancer l'enquête. Le 14 avril, le tueur fantôme continue avec un autre double meurtre. Betty Jo Booker, 15 ans, et son ami Paul Martin, 16 ans. Paul Martin a reçu 4 balles, une fois dans le nez,
une nouvelle fois dans les côtes, une troisième fois sur la main droite et enfin dans le dos. Betty a reçu 2 balles, une fois dans la poitrine et une fois dans le visage. Ils ont tous deux été retrouvés à moins de 5 kilomètres du coupé Ford de Martin, garé à l'extérieur de Spring Lake Park, avec les clés toujours à l'intérieur. L'autopsie révèle que les victimes se sont battues avec l'agresseur. L'arme utilisée est la même que les meurtres du 24 mars. On promet de nouveau une récompense. À partir de ces 2 nouveaux meurtres, la presse surnomme l'agresseur le tueur fantôme. Le 3 mai à 21 h, Virgil Starks, 37 ans, et Kathy, son épouse, 36 ans, sont agressés dans leur demeure. Virgil est abattu par la fenêtre alors qu'il lisait paisiblement, alors que Kathy reçoit 2 balles par la même fenêtre alors qu'elle essayait d'alerter la police. Kathy Starks survit aux 2 tirs et parvient même à courir vers un voisin. Elle est plus tard interrogée à l'hôpital par le shérif du comté, W.E. Miller. La police considère que ce meurtre est l'œuvre du tueur fantôme. Une lampe de poche sans empreinte digitale est laissée par le tueur sous la fenêtre d'où M. Starks a été abattu. Une fois de plus, l'agression n'a aucun mobile apparent. Les Starks sont un couple sans histoire. Il n'y a aucune raison d'attaquer ces gens. La ville commence à vivre dans la peur. La police lance toutes ses forces pour des enquêtes. D'autres récompenses sont promises. Il faut mettre la main sur le tueur fantôme. Les meurtres et agressions du tueur fantôme occupent toutes les discussions durant l'été. Tous les gens en parlent. Tous les gens ont peur. Puis, à l'automne, tout semble redevenir paisible. Le tueur semble s'être arrêté. Les Rangers vont quitter Texarkana en octobre, mais en silence, sans que le tueur ne puisse le savoir. Puis, en mai 1946, on retrouve un homme sur la voie ferrée du Kansas City Southern Railway, près de Texarkana. L'homme aurait été tué puis transporté sur les rails. Cet homme se nommait Earl McSpadden. On pense qu'il est peut-être le tueur fantôme ou sa nouvelle victime. Les autorités nagent en plein mystère. Les autorités, durant leur enquête, ont ensuite analysé les habitudes du tueur pour en tirer les conclusions suivantes. Il a attaqué de jeunes couples dans des zones isolées à l'extérieur de la ville. Il a attaqué les week-ends à 3 semaines d'intervalle et tard dans la nuit. Après avoir attaqué les Starks, il est entré dans la maison mais sans ne rien prendre. Il a utilisé un calibre 32 pour les meurtres, mais un calibre 22 pour le meurtre de Starks. On commence à douter de l'implication du tueur fantôme pour le meurtre de Virgil Starks. La façon d'opérer n'est pas la même. Les victimes ne sont pas de jeunes couples comme les 3 autres agressions. Dès 1948, on conclut que le tueur fantôme n'a rien à voir dans ce meurtre. Il portait un masque en tissu blanc avec des trous pour les yeux et la bouche. Il a agressé sexuellement avec son arme une victime, mais n'a pas répété le geste par la suite.
Ewell Sweeney et sa femme Peggy sont arrêtés en juin 1946 pour vol de voiture. Peggy est retrouvée en possession d'une voiture déclarée volée la nuit des meurtres de Richard Griffin et Polly Ann Moore. Sweeney s'amuse à parler de crimes graves qu'il aurait commis auparavant, demandant même s'il méritait la chaise électrique pour ce qu'il avait fait. Même Peggy s'amusait avec les autorités en leur demandant comment il avait découvert la culpabilité de son mari. Peggy a effectivement amené les autorités à l'endroit où Paul Martin a été retrouvé. Il y avait l'empreinte du talon d'une femme à cet endroit. La famille de Sweeney confirmait elle aussi que selon eux, Ewell Sweeney était le fantôme. Il y avait quand même des choses incriminantes et suspectes dans le cas de Sweeney. Il avait déjà possédé un Colt 32. Devant les accusations, Sweeney ne se défendait même pas et restait silencieux. Peggy incrimine son mari avec des révélations importantes. Elle semble bien connaître l'affaire. Puis, l'affaire Sweeney bascule dans un autre sens. Les empreintes digitales de Sweeney ne correspondent pas à celles retrouvées sur les scènes du crime. Peggy, quant à elle, revient sur ses aveux. Les Texas Rangers et le shérif Presley doutent de la culpabilité de Sweeney. Le shérif du comté Miller Davis et toutes les autorités sur l'affaire ont tenté pendant 6 mois de relier Sweeney au crime. Et ils en sont venus à la conclusion que Peggy mentait. Et ils avaient prouvé que le couple dormait dans leur voiture la nuit du meurtre de Booker et de Martin. Mais beaucoup de gens ont continué de penser à la culpabilité de Sweeney. Il est resté en prison comme délinquant jusqu'en 1973 et est décédé en 1994 sans jamais s'impliquer dans les meurtres. D'autres ne restent pas convaincus. Certains pensent qu'une affaire non résolue de 1948 impliquant la disparition de Virginia Carpenter, 21 ans, de Texarkana, était l'œuvre du tueur fantôme, bien que Sweeney était déjà en prison à ce moment-là. En 2014, James Presley, originaire de Texarkana, a écrit ce qu'il considérait comme un livre définitif sur les meurtres, The Phantom Killer. Dans ce document, il présente suffisamment de preuves qui, selon lui, prouvent que Sweeney était responsable des 5 meurtres du fantôme. Henry Booker Doody Tennyson était un joueur de trombone dans le même groupe de lycée que Betty Joe Booker. Il a avoué les meurtres de Booker Martin et de Starks dans une note qu'il a écrite avant de se suicider en avalant de la mort au rat en novembre 1948. Ces empreintes digitales ne correspondent pas à celles trouvées sur la scène du crime de Booker et Martin. Un de ses amis, James Freeman, lui a fourni un alibi pour la nuit où Virgil Starks a été abattu. Les frères de Tennyson ont affirmé que les aveux et le suicide avaient été provoqués par la lecture excessive de bandes dessinées et qu'ils ne savaient même pas se servir d'une arme. On soupçonnait Earl McSpadden, l'homme qui a été retrouvé sur les voies du Kansas City Southern Railway
au nord de Texarkana. Mais on ne parvient pas à le relier de façon certaine au crime du tueur fantôme. À prime abord, on a cru qu'il s'agissait du tueur et qu'il s'était suicidé en se jetant devant un train. Mais l'autopsie a prouvé qu'il avait été tué auparavant et déposé sur les rails par la suite. Les chances qu'il soit le fantôme sont presque nulles. Emmett Daniels, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a été impliqué dans le massacre du Lipatsch en Allemagne en 1945. Emmett Daniels était un fou furieux. Il était mêlé à un viol massif d'au moins 20 femmes en Allemagne. Il en aurait violé 2 autres et il aurait agressé une femme avec le canon de son arme de la même manière que l'agression contre Mary Jane Larry. Il a aussi battu à mort 3 soldats allemands, violé encore une autre femme avant de l'étrangler. Mais on n'avait aucune preuve directe pour l'incriminer. On élimina donc Emmett Daniels de la liste des suspects. Ralph Bowman, un ancien mitrailleur de l'armée Air Force de 21 ans, a affirmé s'être réveillé d'un état de fugue de plusieurs semaines le jour du meurtre de Virgil Starks avec son fusil manquant. Le 23 mai, il a déclaré à la police de Los Angeles qu'il pensait qu'il pourrait être le fantôme. « Je suis mon propre suspect », a-t-il déclaré. La police l'a arrêté, mais plusieurs parties de l'histoire de cet homme étaient peu fondées sur les faits. Bowman a déclaré qu'il avait été renvoyé de l'AAF pour psychonévrose et qu'il avait déjà avoué avoir tué 3 personnes à Texarkana en 3 jours, ce qui ne correspondait pas à la chronologie des meurtres. Le 8 mai, il a été annoncé qu'un prisonnier de guerre allemand évadé était considéré comme un suspect. Il a été décrit comme un homme trapu de 24 ans, pesant 85 kilos, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il avait volé une voiture à Mount Ida dans l'Arkansas et tenté d'acheter des munitions dans plusieurs villes de l'est de l'Oklahoma. La police a recherché cet homme sans succès. Jamais ils n'ont retrouvé sa trace. Le 7 mai, un autostoppeur armé d'un pistolet a détourné et volé un homme, menaçant de le tuer et déclarant qu'il avait tué 5 personnes à Texarkana. Il nomma Betty Joe Booker et Paul Martin. L'autostoppeur a ajouté qu'il n'avait pas fini de tuer des gens. L'enquêteur principal de cette affaire, Manuel Gonzalez, s'est rendu à l'évidence que cet homme n'était pas le tueur fantôme, car il s'était donné beaucoup de mal pour cacher son identité, tandis que l'autostoppeur se vantait auprès d'un témoin vivant. Le 10 mai, à Atoka, dans l'Oklahoma, un homme a agressé une femme chez elle, affirmant qu'il ferait aussi bien de la tuer parce qu'il avait déjà tué 3 ou 4 personnes et qu'il allait la violer. Il s'est ensuite enfui. Une vaste recherche de l'homme a impliqué 20 policiers et 160 résidents. 2 jours plus tard, la police a arrêté un suspect, mais n'a pas cru qu'il s'agissait du fantôme. D'après le récit de l'homme, il ne pouvait pas se trouver à Texarkana au moment du meurtre de Virgil Starks. Une fois de plus, le tueur fantôme échappe aux autorités.
Sammy est un pseudonyme donné à un résident de longue date de Texarkana, jouissant d'une bonne réputation et que la police hésitait à nommer comme suspect. Les traces de pneus de son véhicule ont été retrouvées en face du cadavre de Martin. Il a échoué au test polygraphique et la police a décidé de le faire hypnotiser par le psychiatre Travis Elliott. Elliott a conclu que Sammy n'avait aucune tendance criminelle, qu'il avait garé son véhicule sur le bord de la route pour uriner et qu'il avait ensuite rendu visite à une femme mariée avec qui il avait une liaison. Le fait de dissimuler cette liaison lui a fait échouer le polygraphe. Après que la police eut vérifié les détails, elle a innocenté Sammy comme suspect. Après les meurtres, l'inquiétude était grandissante à Texarkana et dans la région avoisinante. Les meurtres de Richard Griffin et Polly Ann Moore, puis ceux de Betty Joe Booker et Paul Martin, ont fait prendre conscience aux habitants qu'on avait peut-être affaire à un tueur en série. Le meurtre de Virgil Starks et l'agression subie par Jimmy Hollis et Mary Jane Larry n'arrangeaient pas les choses. Des couvre-feux ont été imposés aux entreprises afin d'empêcher les gens de sortir dans la rue la nuit. C'est également à ce moment-là que le présumé tueur en série a été surnommé le tueur fantôme par les médias locaux. L'hystérie s'est développée dans les jours qui ont suivi le meurtre de Virgil Starks à son domicile. L'activité policière accrue a été constamment couverte par les médias et le Texarkana Gazette a déclaré le 5 mai que le tueur pouvait frapper à nouveau à tout moment, n'importe où et contre n'importe qui. Pendant une semaine, la police a été inondée de rapports faisant état de rôdeurs. Un officier a déclaré que la quasi-totalité des alarmes était le résultat d'une excitation, d'une imagination débordante et d'une quasi-hystérie. Les meurtres ont incité les habitants à prendre des précautions en matière de sécurité, verrouiller les portes ou s'armer d'armes à feu. Certaines personnes ont cloué des draps sur leurs fenêtres. Parce que les citoyens étaient très nerveux et armés de fusils, Texarkana est devenu un endroit dangereux. Lorsqu'ils appelaient à une adresse, les agents des forces de l'ordre allumaient leurs sirènes, se tenaient dans leurs phares et s'annonçaient pour éviter d'être abattus par un propriétaire nerveux. La peur était suffisamment importante pour s'étendre à d'autres villes, notamment Hope, Lufkin, Magnolia et jusqu'à Oklahoma City, où les ventes d'armes et de haches ont connu une hausse importante. Après 3 semaines sans meurtre associé, la peur à Texarkana a commencé à s'atténuer. L'inquiétude a duré tout l'été et s'est apaisée au bout de 3 mois. Manuel Gonzalez a tenu une conférence de presse pour dissiper les rumeurs selon lesquelles le meurtrier aurait été arrêté. Il a déclaré que les rumeurs qui circulaient dans le public et dans les journaux étaient un obstacle à l'enquête et préjudiciable aux personnes innocentes. Bien que la majeure partie de la ville ait eu peur du fantôme, certains jeunes ont continué à se garer sur des routes désertes dans l'espoir d'appréhender l'agresseur. Johnson
et un agent de l'État de l'Arkansas patrouillait de nuit sur une route vacante lorsqu'ils se sont approchés d'une voiture garée. Lorsque Johnson s'est approché de la voiture et a remarqué un couple, il s'est présenté et a demandé s'il n'avait pas peur. La jeune fille a répondu « C'est une bonne chose que vous m'ayez dit qui vous êtes » et elle a révélé qu'elle pointait un pistolet sur lui. Le Phantom Killer, le tueur fantôme, ne fut jamais formellement identifié. La vie paisible à Texarkana a peu à peu repris son cours. La peur des citoyens s'est peu à peu dissipée. Les jeunes ont continué à fréquenter les petits endroits paisibles pour s'embrasser. Mais jamais on n'oublia le tueur fantôme, qui, à l'exemple de Jack l'Éventreur, s'est tout à coup arrêté. Mais son héritage perdure. Quelle que soit la véritable identité du tueur, la ville qui l'a traumatisé n'a plus jamais été la même depuis le printemps 1946. Pourtant, alors que d'autres villes ont peut-être tenté d'oublier un héritage aussi horrible, Texarkana l'a embrassé. Lorsque The Town That Dread Sundown y fut tourné en 1976, des locaux furent choisis comme figurants. Chaque année, à l'occasion d'Halloween, le film est projeté au Spring Lake Park, près du lieu où a eu lieu l'un des meurtres. Le FBI a publié en 2020 de nombreuses archives de documents provenant de l'enquête sur les meurtres du Phantom Killer commis à Texarkana en 1946. Un premier coup d'œil sur les 1100 pages des archives révèle des mémorandums et des rapports, des coupures de presse, notamment de la Gazette, la correspondance entre les forces de l'ordre, y compris le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, des photographies de preuves, empreintes digitales et empreintes de main, cartes et diagrammes, compilations de pistes et des listes de suspects datant de 1946 à 1949. Il n'était pas clair dans l'immédiat combien de documents étaient accessibles au public avant leur publication. Même en rendant ces documents disponibles, rien de nouveau dans cette affaire qui demeure au même point.